J'ai l'impression toujours, quand je regarde la carte de l'Europe, que la Suisse, c'est une petite île. Non, sans de l'Europe. Non, on voit tous les pays qui sont colorés, sauf la Suisse. Ce qu'il pourrait apporter la Suisse, c'est un peu peut-être son esprit de neutralité. Et la démocratie directe, non, je ne sais pas, peut-être même ça, ça pourrait être quelque chose que l'Union européenne pourrait apprendre de la Suisse. Mon avis personnel est que l'expérience de la démocratie directe en Suisse peut certainement être enrichissant pour l'ensemble de l'Europe, notamment avec l'élargissement à l'Est, et l'essai de fonder une Europe plus démocratique avec une plus grande écoute de la base. Donc là, il y a des choses qu'on pourrait apprendre du modèle suisse. So what I guess what Swiss government can bring to European Union is like the direct democracy they have been implementing so far, which is probably the best the best democracy in the world. Well, the obvious thing that comes to mind is the fact that Switzerland has managed to construct a political entity out of a very diverse population. And it's also managed to construct a political identity where local traditions and local, if I can say, government is respected in a very slow historical way, and in a way that always follows the means of compromise and collective decisions. That's one way. Le professeur Franz Blanquart, qui vient aussi de prendre sa retraite, balois avec des attaches aussi lucernoises, ancien ministre plénipotentiaire, ancien ambassadeur, ancien secrétaire d'État aux affaires économiques extérieures, nous entreviendra sur le thème, sur le sujet Europa Helvetica. La caractéristique de notre orateur, qu'il ne faut plus présenter dans un cercle comme le vôtre, c'est qu'il réunit les qualités de philosophe, de diplomate de la vieille école, d'officier supérieur d'état-major, de spécialiste de ballet classique, de négociateur commercial sur le plan bilatéral et multilatéral, de fin juriste, d'historien. N'oublions pas qu'il est entre autres président du Kuratorium Karl Jakob Burckhardt, et de puriste littéraire, et ceci non seulement dans sa langue maternelle. Franz Blanquart a toujours tenu à faire participer et profiter nombre d'étudiants de l'Institut d'études européennes à Genève et de HEI depuis 1984 à ses expériences de diplomatie économique, tâche qu'il vient de terminer ayant atteint la bien sévère limite d'âge académique. Le conseil de fondation tient ici à le remercier pour tout ce qu'il a donné à l'Institut en ces années. En lui donnant la parole maintenant, je voudrais vous dire, chers professeurs et chers étudiants, que la sentence d'Horace, dimidium facti qui cepit habet, bien commencé et déjà la moitié de l'œuvre, s'applique pleinement à la prochaine heure que nous allons passer ensemble. Franz, tu as la parole. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les représentants des autorités fédérales, cantonales et communales, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations internationales, vir spectabilis,
professores et studiosi, mesdames et messieurs et chers amis. Je tiens à remercier le conseil de fondation de l'Institut universitaire de hautes études internationales de l'honneur qu'il me fait en me demandant de prononcer mon discours d'adieu comme conférence inaugurale de la nouvelle année académique. C'est donc une fin et un début en même temps, comme l'est d'ailleurs le thème de ma conférence, Europa Helvetica. Je vous présenterai un thème sur lequel j'ai travaillé comme diplomate et réfléchi comme intellectuel pendant toute ma vie professionnelle, sans être certain d'avoir véritablement saisi l'essentiel. Le doute est le sel du progrès scientifique, la certitude est le début du dogmatisme. En reprenant ce thème en fin de carrière, je puis le faire avec toute la sérénité qui sied à un vieux monsieur. Le président Sommaruga a bien voulu m'introduire avec des propos élogieux qui m'ont d'autant plus touché que je ne les ai nullement mérités. Je lui en sais gré. Aborder le problème de l'intégration de notre continent suppose une définition de l'Europe en tant qu'idée historique, politique et culturelle, définition qui nous conduit ad fontes. Wesen ist, was gewesen ist. Car notre pensée, traumatisée par les mécanismes de la causalité, pour les rendre plus humains, qu'est un acte créateur dont les effets se ramifient et se multiplient au fil des temps, telles les branches d'un arbre généalogique. Ces effets subissent certes des influences externes, mais sans pour autant trahir leur origine, la causa materialis, formalis et efficiens d'Aristote, et ceci parce que l'acte créateur porte en lui potentiellement sa propre causa finalis. Si l'on admet cette idée qui implique un brin de déterminisme, quelle serait alors la cause formelle, matérielle et efficiente de l'Europe? Et en répondant à cette question, saurions-nous déceler sa cause finale? Quoi qu'il en soit, la recherche d'un point de départ statique est, dans l'optique de l'histoire, assez problématique. Déjà Jakob Burckhardt mettait en doute l'utilité de ce qu'il appela die Spekulation über die Anfänge. Pourtant, l'être humain, limité par les quelques dizaines d'années de sa vie et en tant que tel plongé dans un temps qui se perd vers le passé et vers l'avenir dans des obscures éternités, l'être humain a toujours essayé de limiter ses perspectives angoissantes en créant des mythes qui définissent les débuts et les fins. Ainsi, l'Europe a-t-elle aussi son mythe si beau qu'il serait dommage de ne point y croire, quoi qu'en disent les historiens. La foi n'étant d'un point de vue logique que l'affirmation de la justesse d'une proposition non démontrable, je ne vois pas pourquoi nous douterions plus du mythe européen
que de la réincarnation du Tattvam Asi de la philosophie sanskrite, de la finalité dialectique de la politique marxiste ou du mythe du Sonderfall de notre chère patrie. La légende de l'Europe, les Grecs l'ont située en Phénicie. L'Europe naquit sous les traits d'une femme, la fille du roi Agénor, bergère de ses troupeaux au bord de la Méditerranée, belle et si mystérieuse qu'elle attira l'attention du dieu des temps, de la foudre et du tonnerre. Celui-ci, par une permutation génétique remarquable, se transformant en taureau, l'emporta sur son dos jusqu'à l'île de Crète et s'éprit d'elle à l'ombre parfumée des pins. En ce lieu vibrant de la stridence modulée des cigales, leur fils naturel, le roi Minos, bâtira une génération plus tard le palais de Knossos. La haute culture à laquelle ce nom est associé, après un demi-siècle d'échanges culturels avec l'Égypte, se répand en Argolide dès 1700 avant Jésus-Christ. Les tombes à coupoles, les bijoux et les bronzes, la tauromachie et le culte de la déesse influencent l'époque de Tirynthe et surtout de Mycène, dont un roi, Agamemnon, se rend à Troie vers 1200, accompagné d'Ulysse, d'Achille et des autres héros achéens, inspirant les deux poèmes épiques qui marquent le début de la pensée européenne. L'Iliade, vers 850, et l'Odyssée 100 ans plus tard sont l'expression d'une noblesse d'âme qui devait être et est toujours le fond du caractère européen. Ce fond se situe entre l'esthétique et l'éthique, le kalos kagatos, impliquant la responsabilité de la liberté individuelle dans le cadre d'une collectivité de plus en plus démocratique. C'est en s'appuyant sur ces principes que les poètes désignés sous le seul nom unique de Homéros Poietes développèrent une forme d'humanisme qui détermina la culture de notre continent et qui, même dans les périodes les plus sombres, ne s'est jamais entièrement perdue, puisqu'elle adoucit la sévérité des relations hiérarchiques, en l'occurrence entre les dieux et les hommes. Si les Spartiates ont ajouté le côté volontariste au caractère européen, c'est Solon et surtout Clisthène à Athènes qui développèrent son idée démocratique, ou plutôt son idéal, décrit plus tard par Platon et Aristote, démocratie qui ouvrit la voie aux plus sages. Devant cette toile de fond se pose évidemment le problème de la liberté, terme qui en tant que notion philosophique ne fut que tardivement analysé par les Grecs. C'est le stoïcisme fondé en 300 avant Jésus-Christ par Zénon qui présenta ce phénomène existentiel comme la capacité de l'indifférence et de la fermeté de l'âme à l'égard
de la douleur. La liberté est l'affranchissement par rapport au déterminisme, une sorte de sérénité dans le fatalisme, donc une manière de mener sa vie. Que le terme de la liberté n'ait chez Sénon et Épictète aucune connotation avec la liberté d'expression ne fait que prouver la qualité de la vie politique prévalant à l'époque dans la ville d'Athènes. Aristote et Épicure nous ont néanmoins mis en garde face au despotisme potentiel de ceux qui nous gouvernent, et j'ajouterai surtout s'ils sont malades. Les Romains, plus réalistes que les Grecs, se rendant compte de la fragilité d'une telle démocratie idéalisée, l'assortirent d'une doctrine juridique géniale en soi, même si elle ne put empêcher César de franchir le Rubicon, ni finalement sauver Romulus Augustule de la destitution. Quant au terme de la liberté, les Romains n'ont guère avancé par rapport aux Grecs. Pour Sénèque, comme d'ailleurs pour Cicéron, je pense au Paradoxa Stoicorum, la notion ne dépasse guère le liberum arbitrium indifferentiae, ce qui explique peut-être la politique de Néron, dont Sénèque était l'éducateur. L'Empire romain n'a pas seulement formé la conscience juridique de l'Europe, il accueillit également le christianisme, dont le principe est celui de l'amour. Si l'idée platonienne de l'amour est l'élan par lequel l'âme, sensible à l'attrait de la beauté parfaite, tend vers l'immortalité, l'amour chrétien cesse d'être une qualité de l'élite pour devenir une attitude de la vie quotidienne et par abstraction de tout ce qui est objectif, donc aussi de la pensée, une voie mystique menant à l'union avec la transcendance. Ainsi, saint Augustin pourra dire « Vita est plus ubi amat quam ubi animat ». La dimension de l'amour dépasse celle de l'âme. C'est cette force chrétienne ajoutée au génie juridique romain qui put faire face du point de vue culturel aux intrusions des Vandales et des autres peuples migrants, lesquels cependant devaient lui rendre le goût du pouvoir et de l'austérité. L'affrontement entre les peuples migrants et un empire romain statique et vétuste, affrontement dont on ne pourrait surestimer le caractère dramatique sur le plan de la pensée, a d'abord suscité un éparpillement des forces politiques, puis leur reconstitution dans un centre qui n'était plus Rome, mais le bassin rhénan. Le Rhin devenant l'axe central de l'Europe, il ne pouvait être rabaissé au rang de frontière. Une unification de l'Europe passait donc nécessairement par l'intégration des territoires qui constituent aujourd'hui l'Allemagne et la France, postulat qui, dans une large mesure, conditionna le sort de la partie occidentale de notre continent et rappelle, soit dit en passant, la position stratégique de la ville de Bâle. Pourtant, cette unification ne put se faire
de façon équilibrée qu'une seule fois jusqu'à nos jours par Charlemagne, qui couronné empereur le 27 décembre 800, le premier depuis la chute de l'Empire romain, est considéré encore aujourd'hui par la plupart des peuples de l'Europe de l'Ouest comme leur ancien chef d'État. Contrairement à Napoléon Ier et Guillaume Ier et d'autres, il ne soumit pas une partie de l'Europe à l'autre, mais réussit par des moyens militaires et diplomatiques à intégrer une constellation de royaumes dispersés. La forte personnalité de Charlemagne, l'action unificatrice de l'Église et l'état florissant des monastères si de part et d'autre du Rhin, je pense à Saint-Gall, Fulda, Saint-Martin de Tours, etc., permirent cette intégration, c'est-à-dire le syncrétisme du pouvoir germano-politique et de la culture romano-chrétienne, syncrétisme qui atteignit son zénith dans l'architecture, plus particulièrement dans la chapelle palatine, qui, symbole d'une puissance étatique et ecclésiastique rayonnant dans toutes les directions, fut conçue comme une rotonde et non comme un bâtiment longitudinal. Charlemagne ne fut certainement pas un promoteur de la liberté individuelle, si ce n'est dans son rôle de pacificateur. Selon la philosophie de son temps, l'on n'avait que le choix d'être libre de pécher ou de risquer la condamnation, choix qui cachait une scission entre les exigences morales adressées à l'homme et la toute-puissance de Dieu, et qui crée ainsi les contradictions portant en elles le germe de l'Inquisition et finalement la thèse de la justification de Luther et de Calvin. L'époque de Charlemagne constitue sans doute la charnière entre l'Antiquité et une période européenne qui s'achèvera avec la Révolution française, et ce pour trois raisons. Premièrement, elle réalise l'unité politique du christianisme romain, c'est-à-dire de l'Occident en tant qu'héritier de la tradition antique. Deuxièmement, de ce fait, elle consacre la séparation de Rome et de Constantinople, de l'Europe de l'Ouest et de l'Europe de l'Est, en ignorant à cette époque déjà la spécificité de l'Europe centrale. Et troisièmement, elle est la base du dualisme entre l'Église et l'Empire, rendant possible une dialectique des plus fructueuses sur le plan de la pensée et des arts. Si cette époque fut de courte durée, l'idée de l'unité occidentale, elle, resta une réalité politique. Appartenir à un empire, à l'empire était la manière de se sentir européen, même si cet empire se désintégrait de plus en plus. Cela est également vrai pour les communautés que l'on appellera plus tard les cantons primitifs, Uri, Schwyz et Nidwald, qui dépendaient à l'origine de façon immédiate du pouvoir impérial, lequel n'était pour eux que l'organisation politique de la foi chrétienne qu'ils confessaient. Cette organisation, d'ailleurs assez ébranlée, leur laissait des prérogatives, dont des libertés politiques qui devinrent traditionnelles au cours des siècles. Voisines du comté de Habsbourg, ces communautés virent leur position menacée à mesure que cette maison étendait son pouvoir à l'intérieur de l'Empire,
surtout en direction du Gothard. Ce col praticable dès le XIIIe siècle prit une importance stratégique primordiale dès que le dualisme entre le pouvoir séculier et l'autorité ecclésiastique se transformant en opposition ouverte, marquant le début d'un processus de désintégration de l'idée occidentale, et par là d'une émancipation des cantons primitifs contrôlant l'accès à la péninsule italienne. C'est dans ce contexte qu'ils conclurent en 1973 un premier pacte fondé sur la défense collective, l'aide mutuelle, la mise au point de procédures pénales communes et l'arbitrage, ce dernier principe devenant la première ébauche de notre politique étrangère. Mais ce pacte ne mettait pas en cause les servitudes individuelles de la glèbe, ni en dernier ressort la fidélité au pouvoir impérial. La volonté ainsi exprimée et si souvent rappelée lors des discours de 1er août n'a rien en commun avec la Déclaration des droits de l'homme de 1789. Il s'agit des libertés des trois communautés et non pas de la liberté de la personne. C'est pour ainsi dire l'idée de Voltaire, mais appliquée uniquement aux trois unités semi-étatiques, à savoir, et je cite, « La liberté consiste à ne dépendre que des lois, in casu du droit constitutionnel de l'Empire ». Hélas, la situation s'aggrava lors de l'élection du puissant voisin Rodolphe de Habsbourg comme roi d'Allemagne. Désormais, il pouvait gérer en union personnelle les biens de sa maison et ceux de l'Empire et menacer les libertés traditionnelles de Schwyz et de Nidwald surtout. Le 15 juillet 1291, Rodolphe mourut sans avoir pu assurer à son fils Albrecht la succession au trône. Les gens d'Uri, de Schwyz et de Nidwald saisirent cette occasion dès le début du mois d'août de cette même année pour renouveler le pacte de 1273. Ce contrat est considéré à tort ou à raison comme l'acte de la fondation de la Confédération. La ratio pacti fut le contrôle du Gothard pour des raisons stratégiques, mais aussi comme source de revenus, motivation historique que certains négociateurs suisses semblent avoir oublié ces dernières années. Les deux pactes de 1273 et de 1291, consolidés par des succès remportés sur les champs de bataille aux dépenses de la maison Habsbourg-Autriche, furent complétés par 3 conventions qui fortifiaient l'immédiateté de la Confédération à l'égard du pouvoir impérial. Il s'agit du pacte de Brunnen de 1315, soumettant toute alliance d'un canton avec une tierce puissance à l'approbation unanime des autres cantons, ce qui constitue la deuxième ébauche d'une politique étrangère commune. De la charte des prêtres de 1370, qui stipule le principe de la territorialité en matière judiciaire et constitue de ce fait une première esquisse de constitution, et du convenant de Sempach de 1393 qui jette les bases d'une réglementation commune de la politique militaire. Ces conventions n'étaient cependant pas en mesure d'éviter une certaine désintégration de la Confédération dans une Europe animée par des alliances chancelantes et changeantes au gré des intérêts des détenteurs du pouvoir. Ainsi, les Uriquois, confédérés depuis 1351, qui se disputaient avec les Schwyzois à propos du Toggenburg,
demandèrent l'aide de Frédéric III, un descendant des Habsbourg, contre les autres confédérés. L'empereur leur livra 2 batailles, l'une à Saint-Jacques-sur-la-Sille en 1443, l'autre à Saint-Jacques-sur-la-Birse en 444, bataille si meurtrière que la conclusion d'un traité de paix se révéla indispensable. Conclu en 1450, il obligea Zurich à rompre ses liens avec la maison de Habsbourg. Il fut complété par des traités d'amitié avec la France, Milan et la Bourgogne, soit dit entre parenthèses que c'est à cette époque que Conrad Witz accomplit sa Pêche miraculeuse, tableau charnière du XVe siècle et qui se trouve dans le musée de Genève. Tandis que la Confédération voyait ainsi reconnue sa compétence de conclure des traités internationaux, la fameuse Treaty-Making Power, l'Empire lui devenait de plus en plus suspect pour l'avoir attaqué lors des 2 batailles de Saint-Jacques, dans un cas avec l'aide de troupes non impériales composées de mercenaires français. Cette prise de distance à l'égard de l'Empire devait s'accentuer dans la mesure où le royaume de France se fortifiait. Appartenir à un empire réduit au seul royaume allemand signifiait prendre parti contre la France, qui aurait pu être un allié contre un empereur trop encombrant. En d'autres termes, l'équilibre de plus en plus marqué en Europe, découlant de la loi de succession carolingienne et réalisée pour la première fois en 870 par le traité de Mersen, donnait à la Confédération un potentiel rôle médian qu'elle ne pouvait jouer qu'à condition de s'émanciper de plus en plus. Cette émancipation fut encore consolidée par des batailles, cette fois contre Charles le Téméraire, dont les défaites à Granson, Moran et Nancy en 1476 et 77 permirent d'éviter une absorption de la Confédération par le duché de Bourgogne et à la France de constituer ses frontières actuelles, fait que l'on ne peut pas assez rappeler au Quai d'Orsay. Sans ces victoires, le territoire de la Suisse ferait en revanche déjà longtemps partie de l'Union européenne. Grisés par de tels succès, les cantons s'adonnèrent à des projets expansionnistes divergents au risque de provoquer une discorde fatale. Dans cette situation, qui aurait pu mener au déchirement de la Confédération, un nouveau pacte dit Convenant de Stans fut signé en 1881 sous l'influence modératrice de Nicolas de Flue, qui plaida pour la non-expansion et la neutralité. Ce pacte contenait 2 points essentiels. Les cantons se garantissaient mutuellement leur intégrité territoriale par un système de sécurité collective, une sorte d'ONU confédérale. Et l'admission de nouveaux membres dans la Confédération en tant que telle était pour la première fois rendue possible, mais après négociation et approbation par tous les cantons, ce qui correspond à l'article 98 du traité de la CECA. Cette nouvelle marque d'indépendance allait à l'encontre des vues et idées de l'empereur Maximilien Ier, dont le but était précisément de centraliser derechef son empire en reprenant en main ses compétences judiciaires et fiscales. Les conflits fiscaux entre l'Empire et la Confédération ne datent apparemment pas de hier. Pour conquérir lesdites compétences, l'empereur s'en prit à la Confédération, mais essuya en
1499 une défaite totale près de Dornach. Là-dessus, en 1500, le traité de Bâle consacra l'indépendance de fait de la Confédération et permit à cette dernière d'intégrer la ville impériale libre de Bâle. Voilà donc dans la politique européenne de la Suisse un premier seuil franchi. Seuil décisif qui devait être légalisé 150 ans plus tard par les traités de Westphalie. Entre ces événements se situent deux faits traumatisants qui vont déterminer notre politique européenne. Le premier, la défaite de Marignan de 1515, marquant la fin de l'expansionnisme suisse, les confédérés se rendirent compte qu'ils n'étaient techniquement plus en mesure de mener une guerre offensive contre un adversaire ayant des moyens d'acquérir une artillerie mobile. Le deuxième fait, la réforme. Menée par Calvin à Genève, Zwingli à Zurich, Oecolampad à Bâle, elle conquit à peu près la moitié du territoire suisse et en même temps partagea l'Europe en deux camps qui, un siècle plus tard, commencèrent au nom du Christ Sauveur une guerre meurtrière de 30 ans. Les cantons convoités par les différentes puissances catholiques et protestantes se rendaient compte que pour sauvegarder leur identité étatique, une politique non offensive ne pouvait suffire, celle-ci devant trouver le complément d'une stricte neutralité si on voulait éviter le déchirement idéologique qui aurait fatalement mené à la guerre civile. Cette neutralité devait être armée, c'est-à-dire défendue par un contingent de troupes dépendant d'un pouvoir central. Ce postulat fut concrétisé en 1647 par une convention dite défensionnale de Ville, c'est pour ainsi dire le traité de Maastricht de la Confédération. À la fin de la guerre des 30 ans, en 1648, les plénipotentiaires d'une Europe épuisée se retrouvèrent à Münster pour signer les traités de Westphalie. La Suisse, ou tout au moins les cantons protestants, s'y firent représenter par le bourgmestre de Bâle, Rodolphe Wettstein, qui, dans une négociation brillante, réussit à faire reconnaître l'indépendance des jurés de la Confédération, donc son émancipation totale de l'Empire. Soit dit en passant, qu'il faut de temps à autre se rendre compte de ce chemin parcouru jusqu'à 1648 pour comprendre les causes effectives de la barrière de Rushdie, qui n'est pas une barrière linguistique, mais une barrière historique. Le chemin parcouru est en effet l'histoire de la Suisse alémanique, présente dans son subconscient et faisant régulièrement apparition sous forme d'atavisme lors de votations sur des sujets de politique européenne. Les cantons romans, ayant une toute autre expérience historique, n'arrivent que difficilement à comprendre ce qui leur apparaît comme totalement irrationnel. Je l'ai dit maintes fois à mes compatriotes alémaniques, il faut que nous, les Suisses alémaniques, respections cette réaction dans l'intérêt de la cohésion de la nation. Mais revenons à l'histoire. Malgré les traités de Westphalie, l'unité nationale était loin d'être établie. Les différents cantons passaient des conventions particulières avec les monarques de leur confession,
d'une part en vue de permettre à ces derniers, le cas échéant, d'intervenir dans les affaires intérieures de la Confédération pour imposer leur foi, d'autre part et surtout pour mettre à leur disposition des régiments suisses qui, jusqu'en 1848, illustreront leur devise « honneur et fidélité » sur tous les champs de bataille d'Europe. La plus importante de ces conventions, dite capitulation, conclue avec la France, était d'ailleurs liée à un accord de libre-échange unilatéral donnant aux commerçants suisses la possibilité d'exporter en France, sans droit ni accise, des marchandises de toute origine, régime commercial repris d'ailleurs par celui des zones franches et de la Haute-Savoie et du pays de Gex. Il est évident qu'une confédération qui engageait les meilleurs de ses fils sur les champs de bataille étrangers n'était nullement en mesure de faire face de manière coordonnée aux défis de la Révolution française. Tandis que nos troupes d'élite se battaient aux Tuileries contre une foule déchaînée, celles restées en Suisse faisaient preuve d'un immobilisme intellectuel et stratégique incroyable, de sorte que l'armée révolutionnaire française put sans grand effort prendre possession du pays et lui imposer en 1798, aidé par quelques associés, la constitution helvétique. En 1803, le Corse Bonaparte nous imposa sa propre constitution, dite acte de médiation, qu'il compléta par une alliance défensive et par l'obligation de lui fournir des régiments suisses. En tout, 16 000 hommes, 7 000 d'entre eux le suivirent en Russie, 700 en revinrent, puis ce furent Waterloo, le congrès de Vienne et le deuxième traité de Paris. Le 20 novembre 1815, grâce à une négociation brillante de Charles Pittet de Rochemont et à l'aide du comte Capodistria, les puissances reconnurent que la neutralité suisse était dans les vrais intérêts de la politique de l'Europe et s'engagèrent à la respecter, promesse qui fut tenue jusqu'à nos jours et nous évita d'être mêlés aux 3 dernières guerres. Elle devait d'autre part nous tenir à l'écart des efforts entrepris pour constituer une Europe supranationale. Le récit du développement historique de la période allant de 1273 à 1815 démontre assez clairement que c'est la désintégration de l'Empire qui amenant la Confédération à s'en éloigner. Si la Suisse d'esprit foncièrement occidental n'est pas restée membre de l'organisation politique de l'Occident, c'est parce que cette organisation basée sur le dualisme du glaive et de la croix s'est de plus en plus désintégrée, soit que l'Empire ait été miné par des vassaux trop ambitieux, soit qu'il se soit mis en opposition avec le pouvoir spirituel qui, en conséquence, dut contracter des alliances, ne pouvant que développer la division de l'Occident. Ainsi, l'esquisse de Charlemagne, la séparation coordonnée des 2 pouvoirs, portait en elle le germe de la débâcle de 1789. Car il est évident que la lente sécularisation du pouvoir politique permettait à l'homme de devenir la mesure de toute chose, ce qu'avait prédit Protagoras d'ailleurs, tandis que la transcendance se réduisait à un point d'accrochage d'une réflexion logique, voire absurde, à une coincidentia oppositorum, selon la pensée de Nicolas de Couz
qui, elle, prouvera beaucoup plus tard l'existence primordiale du moi, cogito ergo sum. Cette sécularisation rendit certes possible son sens de la beauté, pensez à la Villa Rotonda de Palladio, et la reconnaissance de la liberté créative de l'individu, mais elle donna aussi naissance, dans sa déformation cartésienne, à la surestimation de l'intellectuel par rapport à l'intelligence, du pouvoir par rapport à l'amour, de la technique par rapport aux arts. Comparée à cette évolution, la pensée ecclésiastique fait montre d'une stabilité assez extraordinaire. Due à la méthodologie d'Aristote, la déduction et l'induction. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était Dieu, ce qui veut dire que du point de vue logique et ontologique, tout se déduisait de lui, donc aussi l'existence humaine qui, elle, suivant la méthode de l'induction, part de la vie matérielle pour aboutir à la vie spirituelle du Logos. Or, sur le plan de la pensée laïque, déduction et induction deviennent inconciliables, font partie d'écoles qui se polarisent et même déterminent sous les vocables de rationalisme et de pragmatisme le caractère de deux nations, la France et l'Angleterre. Il fallut de la critique de la raison pure pour resynthétiser, mais en théorie uniquement, ce qui chez Aristote et les scolastiques n'était que le mouvement d'une seule méthode de réflexion. Kant est en même temps le zénith et la fin de l'absolutisme rigide du début du XVIIIe siècle. Après lui vint le dynamisme révolutionnaire d'un Hegel qui se replongea dans les contradictions héraclitiennes, le pantarei, mêlant le tout dans un idéalisme totalitaire où la thèse s'affronte à l'antithèse et se retrouve anéantie, sauvegardée et sublimée, aufgehoben, comme il dit, au niveau de la synthèse. Or, sans l'époque des Lumières, l'Europe et la Suisse, telles qu'elles sont perçues aujourd'hui, n'existeraient pas. Induction et déduction sont certes une méthodologie incontournable. La dialectique est certes un règlement de différends valable. L'esthétique, pensez à l'oiseau bleu, est vitale. L'amour l'est encore plus. Mais ce qui est la base de tout, c'est la liberté qui ne peut être ni donnée ni enlevée à l'être humain, car il est lui-même cette liberté. D'où la tentation de le tuer. Ce sont Hobbes, Hume, Voltaire, Diderot, Lessing, Kant qui, entre autres, ont reconnu ce fait. C'est ainsi que Bossuet, qui n'était certainement pas un révolutionnaire, put dire, et on croirait entendre Jean-Paul Sartre, je cite, « Plus je recherche en moi-même la raison qui me détermine, plus je sens que j'en ai aucune autre que ma seule volonté. Je sens par là clairement ma liberté qui consiste uniquement dans le choix. » Fin de citation. C'est cette pensée qui a rendu possible, mais à quel prix, la Déclaration des droits de l'homme de 1789 et en particulier son article 11. La liberté est constitutive de la paix sans pour autant la garantir. Il est impossible de décrire ici, ne serait-ce qu'à grands traits, les ramifications de la pensée européenne issue de l'Antiquité. Le fait est que cette réflexion portait en elle des contradictions qui pouvaient s'équilibrer dans la pensée d'un Platon
et la politique d'un Charlemagne, mais qui en dernier ressort était plus puissante que la raison pure, si bien que leur réconciliation ne se faisait que par l'épuisement mutuel des forces militaires pour renaître quelques années plus tard. Face à une telle situation, un petit État comme la Confédération ne pouvait subsister qu'à condition de se tenir de façon vigilante à l'écart des grands mouvements politiques. Cela n'empêche pas qu'elle ait, sur un territoire réduit, réalisé dans une certaine mesure l'idée européenne. Comme le disait Denis de Rougemont, elle est, je cite, née de l'Europe et en détient le secret, formée dans le Saint-Empire et par lui, ayant reçu ses premières libertés pour assurer la grande garde du Gothard, est la seule conservée jusqu'à nos jours le principe de l'Empire d'Occident, l'union sans unification, qui est l'idée fédéraliste. Fin de citation. La Suisse se serait donc isolée de l'Occident pour s'identifier avec l'idée occidentale, elle se serait distancée de l'Europe pour réaliser la finalité européenne, et se serait tenue à l'écart de la dialectique des armes pour s'ouvrir au dialogue des pensées. Or, ce n'est point l'émancipation seule qui a pu concrétiser une telle constellation. L'histoire suisse jusqu'en 1848 est une suite de discordes internes qui ne purent être surmontées que par des défis extérieurs et une politique de neutralité de plus en plus stricte. Ce qui consolida ce pays fut, en 1848, politique de construire un État fédéral pourvu de certaines compétences institutionnelles bien définies. La Constitution fédérale est la combinaison de l'induction et de la déduction, leur synthèse platonienne par excellence, enrichie de la pensée des Lumières. Et l'État ainsi créé devait faire appel à la responsabilité de la liberté individuelle dans une collectivité de plus en plus démocratique, ouvrir la voie aux plus sages, aux kalos kagatos, et créer les conditions par lesquelles le goût du pouvoir allait être au sens hégélien anéanti, conservé et sublimé, aufgehoben, par la vertu de l'austérité du travail. Tout le reste, l'harmonisation du droit, les problèmes fiscaux, la coordination économique fut remis à plus tard, s'imposa peu à peu au gré des circonstances, mais n'est pas entièrement réglé aujourd'hui. La Suisse, d'ordinaire si pragmatique, a donc opté pour la méthode cartésienne qui consiste, une fois posé le général, à en déduire le particulier. Chose étrange, incompréhensible même, l'Union européenne choisit quant à elle la méthode inverse. Ses fondateurs, avant tout français et allemands, que la philosophie de Descartes et de Kant prédestinait pourtant à la déduction, suivirent à la manière des Britanniques, mais d'abord sans eux, la méthode pragmatique et inductive de Hume. On nomma cela structuralisme. Au lieu de créer des organes fédéralistes pourvus d'attributions gouvernementales et parlementaires précises, ils procédèrent par l'induction en commençant par les problèmes particuliers de l'économie et de l'harmonisation du droit, croyant que l'union politique générale suivrait d'elle-même. L'expérience entre-temps a démontré que les fameux Sachzwänge ne suffisent pas et ne sauraient se substituer à la volonté politique. Dans un cadre de liberté
donc de politique démocratique, l'induction et la déduction se complètent. Les scolastiques auraient-ils eu raison jusqu'au début du XXIe siècle? Revenons à la Suisse. Son histoire, sa raison d'être procéderait, nous l'avons vu, de l'émancipation progressive du Saint-Empire romain germanique, ou plus précisément du fait que cet empire se dispersait en différents États qui se combattaient mutuellement. Maintenant que l'Europe occidentale semble être définitivement acquis à la paix, la situation se présente différemment. La paix et la coopération en Europe, qu'on le veuille ou non, ont provoqué un renversement de notre histoire. Ce renversement est conditionné par 5 facteurs déterminants pour la Suisse. Premièrement, par un rapprochement constant de ces dernières années de la Suisse par rapport à ses partenaires européens. Ce rapprochement crée les conditions qui ne mènent pas nécessairement à l'adhésion à l'Union européenne, mais la prépare dans la mesure où elle est considérée comme souhaitable. L'adhésion de la Suisse à l'Union européenne serait pour ainsi dire le retour au Saint-Empire, cette fois-ci pas germanique mais européen. Le deuxième facteur est le suivant. Après des siècles de drames internes, l'Europe semble enfin s'unir sur une base fédéraliste. Vieux rêve des archiducs Rodolphe et François Ferdinand est raison pour laquelle les deux ont été assassinés. Si c'est ainsi, notre avenir est l'Europe, une Europe fédéraliste, et cela pour des raisons historiques et non pas économiques. Admettant l'inéluctabilité, le français est une langue difficile, que de certains problèmes ne peuvent être réglés qu'à une échelle européenne, l'on peut se poser la question pourquoi nous ne participerions pas à une Europe de la coopération qui s'étend bientôt de l'Algarve aux pays baltes, du Cap Nord à Malte. Et si l'on répond à cette question par l'affirmative, il se pose une autre. Devons-nous attendre jusqu'à ce que cette Europe ait passé au principe fédéraliste de la subsidiarité ou devons-nous y participer dès à présent pour influencer ce processus sur la base de notre expérience historique? Cette participation devrait poser d'autant moins de problèmes que les deux méthodes de la pensée occidentale, déduction et induction, se sont, depuis l'entrée du Royaume-Uni dans la communauté, synthétisées dans un rationalisme pragmatique apte à apprivoiser le sentimentalisme excessif d'origine hégélienne. Malgré ce fait, et c'est le troisième facteur, l'idée de la réintégration de la Suisse dans la coopération européenne suscite des réticences. Cela est d'autant plus compréhensible que la Suisse s'est définie depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale par rapport à ce qu'elle n'est pas. Omnis determinatio negatio est. La Suisse n'est pas communiste, n'est pas membre de la communauté, pas instable, pas sale, pas pauvre, ne participe pas au conflit entre tiers et j'en passe. Nous avons toutefois négligé la richesse des éléments positifs de notre personnalité morale, civique et politique, héritage de notre histoire commune, dans lequel nous pourrions puiser l'inspiration nécessaire à la détermination de notre avenir politique et européen. Or, dès le moment
où toutes ces antithèses ont cessé d'être des moyens de notre autodéfinition, le pays est tombé dans une certaine crise d'identité qui l'empêchait d'aborder la nouvelle configuration européenne avec sérénité et confiance. Pourtant, la célébration du 700e anniversaire eût été l'occasion rêvée de faire le point de la situation, ce qui n'a réussi qu'à moitié. C'est la raison pour laquelle la Suisse a ensuite abordé le défi européen de manière désécurisée et craintive. À quoi s'ajoute, et c'est le 5e facteur, que l'Union européenne ne nous facilite pas l'adhésion. Créée pour éliminer une fois pour toutes les tendances hégémoniques en Europe, son exigence adressée aux pays tiers, candidats à l'adhésion ou non, de reprendre l'acquis communautaire, constitue clairement une approche hégémonique. Ces pays tiers n'ont dès lors que le choix entre discrimination et satellisation. Par conséquent, nombre de Suisses arrivent à une conclusion simple, pour ne pas dire simpliste, à savoir, si l'Union européenne est hégémonique, nous ne pouvons y adhérer. Si elle ne l'est pas, il n'y a pas de raison d'y adhérer. Si la Suisse était une unité géographique, linguistique et culturelle, tout cela serait moins problématique. Mais pour un pays dont l'existence comme État dépend de sa volonté, la situation est déjà plus existentielle. Or, l'Europe du libéralisme n'est rien de neuf. Elle a déjà existé une fois avant la Première Guerre mondiale, où l'on vivait à Bâle tout en entretenant des manufactures en Alsace ou dans le pays de Bade, où l'on pouvait faire ses études à Bologne ou à Prague en étant assuré de la reconnaissance de son diplôme en Europe entière, et l'on pouvait s'établir au lieu de son choix pour exercer son métier. Le néfaste nationalisme, avec ses angoisses à l'égard des pays limitrophes et tout ce qui est étranger, n'a commencé qu'avec le malheureux conflit de 1914-18 qui a débuté à Sarajevo et qui vient de se terminer à Sarajevo. N'aurions-nous rien appris de l'histoire? Or déjà Kant aurait dit, die Notwendigkeit des Entscheidens ist stärker als die Fähigkeit des Erkennens. C'est la raison pour laquelle nous avons tant de difficultés à savoir ce que nous voulons pouvoir et ce que nous pouvons vouloir. Ce n'est en tout cas pas la méthode bilatérale qui réglera nos problèmes européens, voie sans issue et de surplus colonisant. Car l'on ne peut être candidat à l'adhésion et négocier des accords bilatéraux équilibrés. C'est une contradictio in adjecto. Les chantages et les menaces vont continuer et s'intensifier, même si de telles pratiques sont de caractère hégémonique, inélégant et contre-productif. Déjà, les premiers accords bilatéraux étaient plus chers que l'espace économique européen, mais le peuple ne l'a pas remarqué, car il a voté sur des textes qu'on a refusé de lui envoyer à la maison. Les deuxièmes accords bilatéraux seront peut-être encore plus déséquilibrés que les premiers. Il faut donc que le Conseil fédéral se décide. Ou bien il entame des négociations d'adhésion, ou bien il retire sa demande d'adhésion. Tertium non datur. Contrairement à ce que prétend le Palais fédéral, cette demande ne nous crée que des difficultés et des ambiguïtés.
car d'une part, l'Union européenne ne prend cette demande à raison pas au sérieux, d'autre part, cette demande lui sert à raison de prétexte de nous prendre au mot et de nous mettre sous pression en vue de la reprise comme futur membre du droit communautaire sans possibilité de decision shaping ni opting out. Une politique européenne basée sur une telle ambiguïté me semble manquer de crédibilité. Si c'est ainsi, je conclurai avec le mot aussi cruel qu'encourageant du poète Hermann Hesse, Wollanden Herz, nimm Abschied und gesunde. Fais tes adieux, mon cœur, et guéris. Abandonne tes ambiguïtés, fais tes adieux comme Cadmos, le frère d'Europe, qui est parti pour retrouver sa sœur enlevée. Cela ne peut se faire que par la prise de conscience de ce qui est la causa finalis de notre continent, conditionnée qu'elle est par l'esthétique et l'éthique, le kalon kagaton, ainsi que par la liberté, le droit et la force de l'amour. Voici, mesdames et messieurs, les mythes de l'Europe qui définissent ses débuts et ses fins et qui peuvent nous libérer du traumatisme de la causalité. Sans liberté, pas de vérité, sans vérité, pas de paix, comme disait mon maître à penser, Karl Jaspers. C'est ce que les nationalistes n'ont pas réalisé et ils n'ont pas compris que l'Europe était en premier et en dernier ressort une femme dont ils se détournent, séduits par le pouvoir, au lieu de la considérer comme le point de départ d'un éternel retour, naissance et mort dans la synthèse du bonheur. C'est avec ces paroles que je prends congé de l'Institut, dans lequel j'ai formé des centaines de diplomates suisses et étrangers, ainsi que tant d'étudiants qui m'ont fait la grâce de me remettre continuellement en question. Je sais gré au directeur sortant, l'ancien conseiller national Peter Tschopp, d'avoir toujours soutenu mon activité d'enseignement sans mettre en cause ma liberté de parole et de méthodologie. Je souhaite à l'Institut de dépasser les formalités administratives de la fiction du New Public Management pour redevenir la base scientifique de l'activité diplomatique genevoise, pour redevenir l'école diplomatique de notre pays, la fierté de la ville de Calvin, un centre d'excellence sur le plan mondial dans le domaine des relations internationales. Si tel est l'objectif, la médiocrité et la dispersion n'ont pas leur place. Créons une grande faculté autonome des relations internationales qui rassemblerait sous un seul toit les activités de recherche et d'enseignement des multiples instituts et centres internationaux qui fonctionnent à Genève et qui sont la preuve de la vitalité intellectuelle et diplomatique de cette ville. Leur dispersion est le symptôme d'une certaine difficulté momentanée de synthétiser l'effort commun. Rassemblons l'intelligence et l'expérience diplomatique se trouvant à Genève
en vue d'investir ce capital unique en faveur de la liberté, de la vérité et par conséquent de la paix dans le monde. Voici, mesdames et messieurs, les vœux que j'adresse à l'Institut, que je remercie d'avoir été pendant tant d'années et de manière si enrichissante mon domicile intellectuel. Merci.